Bonjour Noémie. Bonjour Bernard. On fait cette vidéo parce que j'ai dit un petit peu sur Instagram qu'on allait venir chez toi en vacances. Super. Et j'ai précisé que de ton côté, ça faisait 42 ans presque Oui, que tu n'avais pas mangé un aliment cuit. exactement. Et du coup, il y a eu énormément de réactions, énormément de questions, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas laisser les gens te poser des questions et puis Excellent. te laisser répondre comme tu le souhaites, quoi. Tout à fait. Ok. Avec Donc, plaisir. la question qui est le plus revenue, qui a été le plus posée, c'est qu'est-ce que cela apporte à votre santé? Ah ah. Eh bien, c'est un renversement total, parce qu'en fait, je parle plutôt de changement alimentaire radical que j'ai fait il y a plus de 40 ans maintenant, 42 ans. Et ça inverse totalement le problème déjà de l'alimentation. C'est-à-dire que plutôt que de décider ce qu'on va donner à manger à notre organisme, eh bien, en fait, on demande à l'organisme ce dont il a besoin. Et ça, ça se passe en fait en réhabilitant l'instinct alimentaire. Les espèces sauvages ont toutes un instinct alimentaire, elles savent se diriger dans l'environnement qui est le leur pour trouver, pour quêter finalement leur nourriture, et elles ont une santé parfaite. Hein. Il n'y a pas de maladie cardiovasculaire chez les espèces sauvages qui sont en équilibre dans leur biotope, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de toutes les maladies dégénératives qu'on connaît dans notre civilisation. Déjà, c'est que la, la réinitialisation, la reprise en main de son instinct alimentaire, ça passe par un accès au plaisir de manger qui est dans une dimension assez difficile à décrire par des mots, parce que les mots sont impuissants pour décrire ça, mais on a des niveaux de plaisir extrêmement intenses. D'ailleurs, je pense que toi-même, tu en es le témoin vivant. Donc, on a déjà un niveau de plaisir extrêmement intense. Donc, le plaisir, c'est le signe, le signal, le guide finalement qu'on mange juste, qu'on mange ce dont le corps a besoin. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est suivi, ce plaisir est suivi d'une digestion vraiment légère, parfaite, qui nous donne le sentiment d'être nourri sans être gonflé, sans avoir l'estomac gonflé, comme on le cherche souvent en système culinaire, en référentiel culinaire. On cherche à se repaître, on cherche, voilà. Là, on n'a pas du tout cette sensation-là. On se sent nourri et la digestion on la sent même pas, on ne la sent absolument pas. Et pourtant, on sent une chaleur abdominale, on sent une espèce de détente. Les aliments descendent de l'œsophage et vont dans le tube digestif d'une manière parfaitement fluide. On a l'impression d'une légèreté, d'une fluidité. Ça, c'est très important, c'est la première des choses. Mais derrière la digestion, toutes les fonctions physiologiques, finalement, se mettent à fonctionner d'une manière plus efficace, d'une manière meilleure. Et c'est ça. Ça nous a permis d'ailleurs d'établir les critères, les véritables critères de la santé. OK. Alors, on part sur une autre question. 2 questions qui se complètent un petit peu, c'est: comment ne pas avoir de carences? A-t-il des carences? Et est-ce qu'il prend des compléments alimentaires? Bah, les carences, pardon, mais pour moi, inconnues au bataillon. Hein. Il n'y a pas de carence. On constate jamais de carence pour les personnes qui s'adonnent à ce nouveau mode alimentaire, parce que précisément le fait d'interroger l'organisme par le biais des variations sensorielles, ce qu'il faut peut-être que j'explique quand même, je pense c'est utile, la découverte la redécouverte de l'instinct alimentaire, en fait, c'est parce que c'est une redécouverte. On en est doté, on croyait l'avoir perdu, mais en fait, on en a simplement perdu l'usage. Et donc, cet usage a été découvert quand on a découvert finalement la variabilité de la perception des saveurs des aliments naturels. Hein. C'est-à-dire qu'une banane, par exemple, pour toi, elle pourrait être neutre ou désagréable, et pour moi, agréable, avec une odeur de crème vanillée, par exemple, très agréable, qui me fera saliver. Alors que pour toi, ça sera rien du tout, ça sera une odeur désagréable, tu auras envie de fuir. Hein. Et donc, et le lendemain, ça pourrait être l'inverse. Ça sera toi qui auras l'odeur favorable et moi l'odeur défavorable. Et donc finalement, on s'est dit qu'évidemment, que spontanément, quand on avait un plaisir olfactif, une odeur très, très, très intéressante, eh bien, on avait une présalivation et forcément,
l'idée qui vient tout de suite derrière, le comportement spontané, c'est d'avoir envie de la manger, quoi. On a toujours envie de manger quelque chose qui est agréable. Et c'est ce que font les animaux sauvages, d'ailleurs, sans nous demander notre avis. Eh bien, en retournant à cette sagesse-là, en redécouvrant ça, on s'est dit, ben, peut-être que dans la variabilité de la perception des saveurs, là, on trouve le moyen, la réponse correcte de ce qu'on doit manger et de ce qu'on ne doit pas manger, en fait. Et c'est ça c'est cette découverte centrale nous a permis de redécouvrir le fonctionnement de l'instinct alimentaire. Donc, on se fie à ça. Et donc, en se fiant à ça, on se fie à ça tous les jours, à chaque repas, pour chaque aliment choisi. Et donc, finalement, le corps a une intelligence supérieure à notre mental. Et finalement, les faits montrent qu'on n'a jamais de carence. Et justement, tu sais, par rapport à ça, par rapport aux carences, il y a aussi une question qui demande quel est ton état de santé. Tu fais t'as fait des prises de sang, des Oui, trucs comme oui, j'ai ça? fait ma dernière prise de sang remonte à début 2019. Le médecin, parce que j'avais plus de médecin traitant parce que je m'étais déplacé. Et puis j'ai pris le médecin traitant, un jeune médecin qui soignait mes parents et qui me paraissait sympa, tout ça, donc il est ouvert en même temps. Donc je me suis dit, je vais lui demander s'il est d'accord d'être mon médecin traitant. Il m'a dit oui, oui, bien sûr. Je vais parler un petit peu de mon mode alimentaire succinctement. Il m'a dit oui, d'accord, mais on va faire les choses bien. Faites une prise de sang et puis vous venez me voir après. Donc j'ai fait cette consultation. Il avait le résultat de la prise de sang et puis il m'a regardé dans les yeux et puis il m'a dit il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne vous reverrai jamais au cabinet. Ah oui. Donc voilà. Donc ça voulait tout dire. Ça voulait dire que voilà, mon analyse de sang est parfaitement correcte pour lui, en tout cas. Ok, ça marche. Voilà. Et puis j'ai fait également, il y a quelques années aussi, il y avait une démarche, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, ce qu'on appelait les pisseurs volontaires. C'était pour voir si on n'était pas pollué par le glyphosate. C'était ce désherbant archi connu qu'on trouve dans tous les désherbants, cette matière active là, le glyphosate, qu'on retrouve dans les urines. Et puis moi, je me suis dit, ben pourquoi je ferais pas aussi cette analyse pour voir. Je ne savais absolument pas ce que ça allait donner. Et donc le résultat est tombé, c'est que en France, on a été près de 6000 à faire cette expérience. Et il s'avère que je suis le seul sur les 6000 volontaires à avoir le glyphosate indétectable dans mes urines. Hein. Ça, c'est un résultat assez surprenant. J'en étais très, très surpris. Je m'attendais à avoir des taux de glyphosate quand même significatifs. Et puis là, dans mes urines à moi, mon glyphosate est indétectable. Et donc, je n'ai pas répondu. Donc, évidemment, je n'ai pas de complément alimentaire. Déjà, la seule notion de complément porte en elle l'idée que l'alimentation qu'on a est insuffisante. Donc, comme ce n'est pas le cas avec l'alimentation naturelle, donc instinctive, voilà, les compléments alimentaires, pour moi, ça n'existe pas. Alors, il y a une question qui est comment faites-vous sans pain, pâtes, riz, etc. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai totalement oublié ce que c'est. Non, non, on n'a absolument pas besoin de céréales pour vivre. Hein. Ça, c'est une. Et en même temps, tu vois, il y a une autre question qui dit mais alors, ça veut dire ça fait 42 ans sans pizza avec des smileys Oui, exactement. Mais je pense que tu vois, ça parle aussi tu sais, quand tu commences, toi aussi, quand tu as fait ta transition et quand tu t'es mis à manger comme ça, tu as eu quand même des fois des retours en arrière. J'ai pas fait des retours en arrière volontaires. J'ai fait des retours en arrière sociaux parce que je n'étais pas encore au point pour imposer mon alimentation naturelle, quel que soit le contexte. J'ai mis quelques mois pour m'imposer, pour trouver les bonnes formules. Hein. Bien sûr, hein, c'est pas évident, c'est pas immédiat, surtout qu'à l'époque, j'étais tout seul. Hein. Voilà. Hein. Mais on trouve très très facilement la façon de faire pour ne pas déroger, quoi, si on le souhaite. Et donc aujourd'hui, tu as complètement oublié le goût des pâtes au pesto. Oui, oui, je sais absolument pas ce que c'est. J'ai un vague souvenir, mais vraiment, faut que tu m'obliges à faire l'effort intellectuel pour me souvenir. Mais non, j'ai pas de souvenir. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est insignifiant, ça n'existe pas. Enfin, ça n'a pas de valeur. Ça te manque pas, quoi. Non, pas du tout. Ça ne me manque pas du tout, et c'est sans objet pour moi. Alors, une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est ce n'est pas difficile l'hiver, quand il fait froid, de manger froid? Non, non, pas du tout, parce qu'en réalité, cette façon de manger,
elle améliore en particulier une fonction physiologique dont on parle très peu, qui s'appelle la thermogénèse. C'est finalement l'attitude du corps à maintenir sa température intérieure de 37 degrés pour notre espèce. Donc ça, donc la thermogénèse, ça met en jeu principalement le foie, mais pas que, il y a d'autres tissus, les muscles, les graisses et tout ça est en jeu. Et cette fonction physiologique de maintien de la température intérieure corporelle, elle fonctionne parfaitement bien. Ce qui fait qu'on est adapté, on est beaucoup mieux adapté aux variations de température. Donc à la fois on supporte mieux le froid l'hiver, et on supporte mieux aussi la chaleur extrême des canicules l'été, hein, absolument. OK. Eh ben, écoute, il y a plusieurs fois, ça a été demandé par rapport à la viande, le poisson. Est-ce que cela vaut aussi pour la viande et le poisson en cru? Est-ce que tu en manges aussi cru? Oui, oui, bien sûr, naturel, la forme naturelle, la nature ne cuit pas, donc on va pas se mettre à cuire, il y a aucune raison de cuire, hein. Le fait qu'on ait cuit, c'est parce qu'on a maîtrisé le feu, tout simplement. Avant qu'on maîtrise le feu, nos ancêtres ne cuisaient pas et ils ont vécu beaucoup plus longtemps que depuis qu'on cuit la nourriture, hein. Je peux expliquer le timing si on veut, peut-être ça pourra intéresser certains. Disons, faut prendre les humanoïdes, les anciens hommes, et puis les intégrer aussi dans la grande famille des primates, des singes supérieurs dont on descend, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés. Eh bien, les singes, les primates existent depuis à peu près, enfin, il y a des discussions scientifiques, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça peut être à peu près 50 millions d'années. Les humanoïdes sont les plus anciens qu'on connaisse aujourd'hui, c'est 7 millions d'années. Et puis Homo sapiens, c'est 300 000 ans à peu près. Bon. Et donc, nous, le fait de cuire, la maîtrise du feu, la maîtrise quotidienne du feu, c'est 10 000 ans. Hein. Donc, c'est le néolithique, où il y a eu une quadruple révolution. Il y a eu la maîtrise de l'habitat en dur, donc qui a transformé notre état de nomade en état de sédentaire. Il y a eu la naissance de l'agriculture, qui consiste à planter des graines sur un même terrain et d'année en année d'avoir des plantes qu'on utilise pour se nourrir. Et puis il y a l'élevage aussi, qui est la domestication de l'animal. Puis la quatrième révolution, c'est la maîtrise du feu, c'est l'art culinaire, quoi, hein. Donc tout ça a conflué temporellement. Et là, on s'est mis à cuire assez quotidiennement notre nourriture, ou en tout cas à la préparer, à la mélanger, à la broyer, à la mixer, etc. Et, mais avant, on ne le faisait pas. Et nos ancêtres, pourtant, ont survécu puisque nous sommes là. Donc, en réalité, si on ramène tout cet espace temporel de 50 millions d'années sur une période de 24 heures, on s'aperçoit qu'on ne prépare notre nourriture, on la cuit systématiquement que depuis 2 minutes 30. Donc, ça veut dire que pendant 23h57 et des poussières, on n'a pas préparé notre nourriture. Et donc, notre question fondamentale, qui est au cœur de notre démarche, c'est de se dire quelle est l'alimentation pour laquelle le corps humain est adapté, est fait, hein. Quel est le carburant d'origine du moteur humain, en fait, hein. Et c'est autour de cette question que notre démarche s'est construite. Parce qu'il ne s'agissait pas, non pas seulement de refluer les maladies, d'obtenir la guérison parfois, ou de se sentir simplement bien, mais il s'agissait de se demander qu'est-ce qui est prévu pour notre espèce, hein, d'une manière tout à fait humble, comme la nature prévoit aussi les choses pour les espèces sauvages, hein, de la même manière. OK. Voilà. On a une autre question qui dit: un resto avec les amis, est-ce que c'est possible? Ah bien sûr, oui, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je ne refuse jamais une invitation, même parfois je les provoque. Mais il faut évidemment prendre ses dispositions. Il faut parler avec le restaurateur, ou bien construire son autonomie alimentaire et l'amener au restaurant. J'ai jamais vu un restaurateur qui m'a refusé parce que j'ai amené mon petit panier de fruits ou de légumes. Voilà. Il faut savoir se faire accepter, bien sûr, aussi. Donc, tu y vas avec tes amis, eux, ils commandent et toi, tu manges ce que tu as prévu de manger pour toi. Voilà, exactement. J'attends. On mange ensemble, ils savent, voilà. Et puis, le restaurateur est prévenu, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien dans une parfaite entente et acceptation réciproque, hein, bien sûr. OK. Là, j'ai une question qui dit: comment commencer à manger cru? Ah oui, alors comment commencer à manger cru? Sur ma chaîne YouTube, je propose une petite expérience déjà pour
que vous fassiez la découverte de la variabilité des saveurs. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez vous y reporter. C'est déjà une première découverte. Ben, disons, il faut apprendre un petit peu, il faut se donner un temps de réflexion, voir un petit peu tous les tenants, les aboutissants de cette approche alimentaire, et puis sentir comment on doit le faire, et puis une fois qu'on a pigé le système, eh bien, on se donne un temps, un repas au moins pour l'expérimenter. Hein. L'expérimenter pendant un temps délimité. Et pendant l'expérience, bien sûr, il faut faire les gestes, il faut faire les choses correctement. Donc, pour pouvoir les faire correctement, il faut les apprendre un petit peu parce que c'est pas dans notre apprentissage spontané. Donc voilà, c'est ce que j'apprends chez moi dans mon centre qui s'appelle Mangeons Nature, que vous retrouvez sur Google Maps en faisant Mangeons Nature avec Bernard. Vous tombez sur la maison ici qui est consacrée à ça, justement à la découverte et l'initiation de l'instinct alimentaire. Alors, il y a plusieurs questions qui se regroupent. Oui. Par exemple, il y en a une qui dit « Comment peut-on manger de la pomme de terre crue ?» Après, c'est marqué « Le brocoli, je ne savais pas que ça se mangeait cru. » Chou-fleur, patates douces crues et pois chiches, lentilles, etc. Et donc les gens ils se demandent est-ce que tout se mange cru et est-ce que surtout il y a des aliments qui ne peuvent vraiment pas se manger cru? Ah non, tout peut se manger cru, mais simplement. Parce que pomme de terre, tu tapes sur internet, oui. C'est marqué que c'est toxique, tu vois. Oui, l'ignorance est partout. Elle inocule l'internet, évidemment, bien sûr que tu vas voir ça partout, mais c'est faux. La réalité des faits nous dit que c'est faux. En revanche, il ne faut pas manger de la pomme de terre crue n'importe quand. Mais évidemment, comme on ne sait pas comment manger la pomme de terre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas demander l'accord de l'organisme, ben forcément, on en mange n'importe quand, et comme on en mange n'importe quand, surtout quand c'est pas le moment, ben là, oui, la pomme de terre est toxique. Quand Oui, c'est parce pas le que moment. quelqu'un qui mange normalement et qui se dit « Ah bon, c'est pas toxique, bon bah je vais en manger », il Voilà. est fort probable qu'il y ait des gros problèmes quand même. Voilà, ta remarque me fait préciser que on ne mange plus avec sa tête. On mange avec son nez et sa langue, hein, avec ses sens de l'odorat et du goût. C'est eux qui savent nous diriger vers les aliments qui sont utiles. Et je vous prie de croire que quand la pomme de terre est pas utile à votre corps, vous la sentez à travers une odeur épouvantablement désagréable. Hein, et ça, vous pouvez pas vous tromper. En revanche, le jour où votre organisme a besoin de pommes de terre, la pomme de terre vous paraît comme un fruit juteux, croquant, et c'est extrêmement sucré, légèrement sucré. C'est pas le gros sucre, si on peut dire, le gros sucre d'orge, mais c'est légèrement sucré, très agréable, juteux et rafraîchissant. C'est extrêmement agréable. Et puis dès qu'on a comblé le besoin, le goût s'inverse finalement. Hein. Donc notre instinct alimentaire, avec ces variations, est infiniment plus fiable que n'importe quelle idée ou idéologie sur la pomme de terre ou sur n'importe quelle alimentation. Ouais. Oui, donc préciser aussi aux personnes qui mangent normalement, il ne s'agit pas d'un coup de se mettre à essayer de manger ce qui est dit comme pas forcément comme toxique, etc. Et toi, c'est différent parce que tu es vraiment à l'écoute de toi et tu peux vraiment sentir. La question telle qu'elle était posée traduit le fait qu'on a une approche intellectuelle de l'alimentation. Hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut manger du brocoli cru, est-ce qu'on peut manger, je ne savais pas qu'on pouvait manger aussi du chou-fleur, etc. cru. Ben non, c'est pas une question de capacité, c'est une question je vous dis, le problème est inversé. Hein, c'est-à-dire qu'on demande au corps ce dont il a besoin et on écoute la réponse et on obéit. Alors, écouter la réponse, ça va pas être une parole, ça va pas être une publication sur Internet, ça va pas être, je sais pas quoi, une vidéo, ça va être votre expérience concrète au moment précis, votre expérience sensorielle avec cet aliment-là. Si elle est positive, si elle est agréable, comme la banane dont je parlais tout à l'heure, qui avait un goût vanillé, crémeux, attirant. Si c'est quelque chose d'attirant et d'attrayant, c'est positif. Ça veut dire que votre corps en a besoin à ce moment-là. Et donc, il faut obéir. Vous voyez, l'obéissance, l'interrogation et l'obéissance s'inscrit dans la temporalité. Et la temporalité est extrêmement importante. Parce que si on ne mange pas ce qui nous attire au moment donné, on laisse passer 5 minutes, 10 minutes, on ressent, après ça change. Ok, alors question de quelqu'un qui dit « Tu as quel âge ?» Ah, eh ben, je vous retourne la question. Quel âge vous me donnez à l'image, là? Je vous laisse 10 secondes, puis je vous dis après.
Voilà, je viens de franchir en fait une nouvelle décade, là, de commencer une nouvelle décade, celle qui commence par 7. Donc 70. Voilà, Et donc ça veut dire que tu as commencé à manger à 28 ans. entièrement cru à 28 ans, oui, c'est ça, un Mmh. peu avant 30 ans. Mmh. Ok, d'accord. Ah oui, alors après, il y a, en gros, ouais, c'est ça. En combien de temps y a-t-il eu une adaptation de son système digestif? Et je t'explique cette question. Il y a aussi d'autres gens qui disent, par exemple, ah ben moi je pourrais pas du tout parce que moi je digère pas du tout les fruits et les légumes. Ou alors il paraît qu'il y a tellement de fibres que c'est hyper compliqué à digérer, etc. Donc là j'ai une autre question Oui. qui dit, en été il y a du choix, mais en hiver, est-ce que ce n'est pas trop monotone? Non, non, pas du tout. On a énormément de choix en hiver. Évidemment, on a moins de choix de fruits locaux et il faut accepter d'aller un petit peu sous les tropiques, du moins euh, avec les prouesses du commerce, on a des fruits tropicaux quand même à disposition. Oui. Il y a des circuits, ça existe. Du coup, il faut partir aussi avec l'idée que c'est pas manger que local. Et il faudrait, c'est pas parce qu'on vit en zone tempérée que forcément le climat tempéré c'est celui qui correspond le mieux à l'être humain. Mais, enfin non, il y a largement de possibilités grâce au commerce, quoi. Ok. Est-ce qu'il a démarré progressivement ce type de régime alimentaire ou cela s'est fait d'un coup? Non, non, on peut le faire d'un coup, sans transition, justement, puisque fait finalement manger en suivant son instinct alimentaire, c'est manger comme la nature a prévu que l'homme doit manger. Donc finalement, ça marche instantanément. Hein. Et c'est en correspondance avec notre code génétique. Et notre code génétique, il est immédiatement opérationnel. Okay. Donc il n'y a absolument pas besoin de transition. En revanche, il y a besoin d'une préparation psychologique, intellectuelle et de bien cadrer les données de l'expérience, mais c'est tout, quoi. Hein. Voilà, c'est une préparation, c'est pas une préparation physiologique, en tout cas, il n'y a pas besoin. Ça marche tout de suite. Dès le premier pas, dès mon premier pas que j'ai fait comme ça, Ouais. j'ai eu des plaisirs phénoménaux et une sensation corporelle, une digestion parfaite, un sommeil parfait. C'était le jour et la nuit par rapport à avant. Okay. Donc, on ressent les bienfaits immédiatement. Ok, ça marche. Alors, autre question. Donc là, c'est plus, c'est une dame qui dit, et le côté vie sociale, point d'interrogation, être végane, c'est déjà difficile pour moi en société, entre parenthèses, famille, amis, boulot. Vegan, oui, ça je comprends bien, oui, parce que c'est un particularisme qui est différent de ce que je fais. Je ne suis pas vegan, mais ce que je fais, au contraire, c'est quelque chose qui est très social parce que c'est basé sur la compatibilité. Enfin, cette nourriture, ce mode alimentaire est compatible avec les données génétiques de l'être humain. Et quoi de plus universellement partagé que le code génétique, finalement? On a tous, nous, êtres humains, le même code génétique, le même ADN. Hein. Et donc, du coup, on a les mêmes potentialités. Donc, ça nous crée une sensation, une position, une posture d'immédiateté. On est semblable à nos frères et sœurs. Donc, non, au contraire, l'alimentation naturelle nous donne une logique, une cohérence et une logique du fait qu'on est semblable aux autres et que finalement, ce qu'on fait peut intéresser les autres parce qu'ils ont également, comme nous, le même code génétique. Hein. Et donc, ils ont les mêmes facultés digestives, les mêmes potentialités, les mêmes fonctionnalités physiologiques. Et ce qu'on observe sur nous, ben voilà, on peut légitimement supposer que ça va marcher pour eux. Ok. Il y a une question qui dit, est-ce qu'il a vu des bénéfices sur sa santé? Ah oui, évidemment, que des bénéfices. Bah, j'ai vu déjà un équilibrage spontané de ma masse pondérale qui fait que j'ai trouvé un poids qui était vraiment le poids que mon squelette était Ah oui, parce capable que de tu étais un charger. peu en surpoids, non? Oui, j'avais du surpoids, j'étais en surpoids prononcé, disons. Donc tout ça s'est amélioré spontanément. J'avais aussi des tendances à l'hyperphagie, à la boulimie, tout ça. Un petit peu des troubles du comportement alimentaire, on va dire, pas sévères, mais légers. Et ça a été complètement balayé, voilà, du jour au lendemain. Ok. Et tu tombes malade de temps à autre? Une petite grippe? Oui, quelquefois, quand le corps en a besoin. Parce que là, on redécouvre un concept un peu particulier.
qui est la notion de maladie utile. Hein. Le corps, à certains moments, a besoin de faire une fièvre, par exemple, parce que la fièvre, l'augmentation de température interne du corps va provoquer certaines réactions physiologiques, métaboliques, biochimiques à l'intérieur du corps qui sont utiles pour dégager, nettoyer le corps de certaines toxines, ces molécules qui nous viennent de l'art culinaire, qui ont pollué notre organisme. Et bien, le corps s'en débarrasse à certains moments. Il a peut-être besoin de faire une fièvre à certains moments, ou de faire un rhume et tout ça. Et c'est à quelle fréquence à peu près? Ah mais non, ça arrive très très rarement d'abord. Parce que j'ai l'impression, c'est quoi, une fois par an? Une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, c'est quoi? Ouais, non, c'est une fois tous les 2-3 ans, peut-être. Donc t'es malade Maximum. une fois tous les 2-3 ans. Oui, mais quoi. même malade, mais ça veut pas dire que je suis out, hein. Ça veut pas dire que je suis alité. Ça veut dire que voilà, je suis un petit peu moins performant un jour ou deux, c'est tout. Ça va T'es un jamais. peu fatigué, quoi. Oui, ça va jamais plus loin. C'est rien du tout. On s'en rend même pas compte. On fait les maladies dans leur forme utile, sous une forme frustre, c'est-à-dire sans épisodes symptomatiques graves, quoi, impactants. Alors, il y a une question spécifique sur les enfants. Comment vivre ce mode alimentaire en famille et notamment avec des jeunes enfants? Voilà, déjà, faut le faire pour vous, faut vous convaincre de faire l'expérience pour vous. Et puis, vous pouvez faire l'expérience en ouvrant à vos enfants, simplement en leur montrant, en leur expliquant ce que vous faites. Au fur et à mesure que vous le comprenez, vous l'expliquez. Et puis, vous invitez vos enfants vos enfants, ils ont un amour pour vous, donc potentiel. Et ils vont avoir forcément envie de faire comme vous. Hein. Ils ont une force de mimétisme. Donc, utilisez ça pour les inviter à faire comme vous. Donc, à vous de présenter des choix abondants, et agréables et attirants. Et les enfants voudront toujours goûter ce que vous faites. Et puis, vous ne dites rien. Pour le faire avec les enfants, il faut le faire dans l'acceptation, dans l'ouverture et sans vouloir les entraîner, mais simplement le leur proposer. Et les enfants, ils vont faire l'expérience de ce qui est bon et spontanément, ils vont vous suivre. Oui, parce que c'est vrai que ce qu'il y a derrière ça aussi, Ouais. enfin, toi, je sais que tu parles beaucoup du plaisir, Oui. y aller par plaisir et pas par la contrainte. Pas par se dire il faut, Ah non, je non, non, dois non. et se Absolument pas. forcer à... Ça sort complètement de mon vocabulaire. On ne peut pas entraîner les autres avec des contraintes. Non, non. Il faut les entraîner par le plaisir ressenti. Et même soi-même, au final. Voilà, voilà. Et vous, quand vous êtes, disons, le plaisir est tel que ça met de bonne humeur, qu'on a le visage détendu. Et quand quelqu'un est joyeux intérieurement, ça se voit toujours. Regardez autour de vous, ça se voit toujours. Quand on voit que ça va pas bien, on dit comme ça, t'as mauvaise mine, qu'est-ce que t'arrive, quelle contrariété tu as, hein. On le sent tout de suite,